Amis des colis de fans, bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode de la série. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous montrer des objets qui m'ont été envoyés par Vincent. Vincent qui travaille dans une société qui s'appelle Alcyon Electronics, société qui vend du matériel divers et varié, de ce que j'ai pu voir, fait des études, et vend du matériel plutôt donc pour des domaines assez pointus, aérospatial, industrie, enfin des choses comme ça. Et il se trouve que cette société-là, comme ça arrive souvent dans des sociétés, a fait un petit peu, d'après ce que j'ai compris, un inventaire, un petit peu de ménage, et voilà, suite à ça, voulait se débarrasser d'un certain nombre de choses, invendues, qui prenaient de la place. Et plutôt que de les mettre à la benne, Vincent m'a très gentiment proposé de me les envoyer. Et il a très bien fait. Et je vais avoir le plaisir de vous les montrer. On va voir qu'il y a des choses assez intéressantes. Alors, on peut, les trier un petit peu par famille. Alors, on va déjà commencer avec des capteurs de pression. Alors, pas de capteurs de pression, genre pression d'air ou de choses comme ça, mais voilà, on va dire un petit peu des capteurs d'appui. Alors il y en a de trois sortes. Il y a ces petits modèles là, qui sont donc se présentent sous forme de ces petits tuyaux de caoutchouc, et en effet, si on met un ohmmètre dessus, c'est pas ça, si on appuie assez fort à certains endroits, la résistance descend à quelque chose de très très faible. Alors d'après ce que j'ai compris, ces trucs-là étaient faits pour marcher avec ces petits boîtiers, comme on peut voir, avec un sorti des relais. Là, une alimentation en 220 et mat. Donc mat, je suppose que c'est fait pour brancher ça. Mais bon, je suis pas sûr que ça fonctionne. Enfin bon, j'ai essayé de les brancher. Quand on les branche, c'est toujours alarme qui est toujours allumée. Mais bon, voilà, n'ayant pas de documentation ni rien, je suis pas sûr de comment ça fonctionne. Bon, je l'ai ouvert, à l'intérieur, il y a un petit transfo et un peu d'électronique. Enfin voilà, ça doit être fait, à mon avis, pour marcher avec des capteurs spécifiques, sachant qu'on peut voir quand même Bridgestone, c'est une marque qui travaille plutôt dans les pneus, ce que je m'en rappelle. Donc voilà, ils sont sans doute un petit peu dans ces histoires de capteurs en caoutchouc ou autre. Enfin donc il y avait ça. Ensuite il y a ces modèles-là. Alors là c'est pareil, hein, si on met un ohmmètre aux bornes, si on appuie assez fort là sur, sur ce caoutchouc, et c'est pareil, la résistance, ça fait un contact. Donc ça doit être, je pense, des modèles faits pour vérifier, je sais pas, quelque chose qui viendrait en butée ou quelque chose qui appuierait là-dessus, ou peut-être simplement le passage, par exemple, de compter. Je suppose que faut appuyer assez fort, mais si on met ça, par exemple, sur un passage, si une roue, par exemple, roule là-dessus, je pense qu'on le détecterait. Donc ça doit être, des usages comme ça, et ça fonctionne bien. Et il y avait, pour finir, un autre type, qui est ce modèle. Alors, je vais peut-être prendre un peu de recul pour voir. C'est assez grand, hein, ça mesure, comme ça je dirais, à vue de nez, 30 par 30, quoi. Et donc, c'est une sorte de coussin, hein, ça fait, c'est pas très épais. Et là, pareil, on voit qu'il y a deux fils. Et en gros, si on appuie à peu près n'importe où assez fort sur ce coussin, ça diminue la résistance quasiment aussi à zéro. Donc là, je suppose que ce genre de choses, c'est fait pour détecter, par exemple, si on met ça sur un siège, que quelqu'un est bien assis, ça peut être tout à fait une sécurité. Imaginons une machine où il faut que l'opérateur soit assis sur le siège pour qu'il puisse déclencher certaines choses. Enfin, c'est un des exemples, hein, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. Donc voilà pour ces capteurs qui fonctionnent ma foi bien. Hein. Il faudra que je réfléchisse, voir si je leur trouve une application. Alors, tant qu'on est dans la pression, il y avait aussi des capteurs de pression, on va dire, gazeuse, entre guillemets. Voilà quelques exemplaires. Donc, ce sont des capteurs qui, comme on peut le voir, ont ici une entrée sur laquelle on peut venir mettre un tuyau, en fait, hein, un conduit quelconque, avec ici une pression. Et à la sortie, donc, des signaux qui dépendent bien sûr du type de capteur. Là, par exemple, on peut voir 0 à 60 PSI-A. Alors, PSI, hein, c'est pound by square inch, hein, c'est une unité de pression anglo-saxonne. Et A, alors A, pourquoi? Parce que c'est des capteurs absolus. Celui-là, on peut voir, c'est un absolu. Ainsi que ces trois autres capteurs qui sont aussi des capteurs absolus. Contrairement à celui-ci, qui est ce qu'on appelle un capteur différentiel. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ces capteurs-là, ils mesurent donc une pression absolue, c'est-à-dire par rapport, on va dire, au vide.
Typiquement, ça pourrait mesurer la pression atmosphérique, par exemple. On peut voir différents modèles, hein, sachant qu'ils diffèrent par éventuellement leur connectique, par le range de pression voilà, qu'ils acceptent. Il y a aussi des modèles qui acceptent différents types de gaz, par exemple. Il y en a qui pourraient être sensibles à des gaz comme le chlore ou pas, ou des choses comme ça. Donc voilà, hein, des capteurs comme ça. Et ici, un capteur donc différentiel. Alors différentiel, il va donner une sortie qui va être égale à la différence de pression entre ces deux orifices ici. Hein, si on lit dessus, par exemple, là, il dit que il fait 0 à 7 bars, 5 volts maximum. Donc voilà, ça veut dire qu'il peut accepter une pression ici différentielle de 0 à 7 bars. Alors, selon les usages, on utilise donc des capteurs absolus ou différentiels. Pour bien comprendre la différence, par exemple, c'est si je veux mesurer la pression atmosphérique, en effet, généralement, on va prendre un capteur absolu, vu que c'est, je veux dire, la pression, par rapport à, on va dire, au vide. Alors que, imaginons par exemple que j'ai un ballon, la pression à l'intérieur dépendra aussi de la pression atmosphérique. Et à ce moment-là, si je veux savoir exactement la pression mécanique qui se fait sur les parois de mon ballon, bah, je vais mettre un capteur différentiel entre la pression intérieure du ballon et l'extérieur. Ce qui fait qu'en faisant ça, j'éliminerai les variations de pression atmosphérique et j'aurai exactement la force qui s'appuie sur les parois. Donc voilà, selon les usages, on utilise un modèle ou autre. Donc ça, c'est des très beaux modèles, voilà, qui ont l'air vraiment très costauds, a priori en inox. Alors, il y avait aussi... ça, mais alors ça, je pense que c'est pas un capteur de pression. Il y a marqué linéaire transduceur. Je sais pas exactement ce que c'est. A priori, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va mesurer le déplacement de quelque chose qui passerait ici dans le tube. Mais alors quoi exactement je ne sais pas. Il faudra éventuellement que je fasse des recherches. Enfin voilà pour ces beaux capteurs. Alors, il y avait aussi quelque chose qui, quelque part, est aussi un capteur de pression, mais un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle une jauge de contrainte. Alors, une jauge de contrainte, voilà, elle se présente comment? Alors, celle-là est intéressante, parce qu'en plus, il n'y a pas de capot, on voit à l'intérieur. Ça, c'est typiquement ce qu'on va retrouver pour mesurer ici des forces. Là, l'idée, c'est de mesurer la force de traction ou de compression, éventuellement. Enfin, ici, ce serait plutôt traction qu'il y a entre ces deux attaches-là. Et ça va donc donner un signal qui va être proportionnel. Alors pour ça, on utilise des jauges de contrainte, c'est ce qu'on trouve généralement dans les balances, par exemple. Et ces jauges de contrainte, en fait, c'est des dispositifs qui sont généralement sous forme de pont, qui vont donner un signal en fonction, je veux dire, d'un tout petit déplacement qui doit être, enfin généralement, c'est vraiment minime. Donc ce qu'on fait, c'est que là, par exemple, on peut voir que c'est quelque chose qui est très rigide, et que pour que ça bouge, ici, donc il y a une contrainte mécanique entre les deux côtés, il faut sans doute appliquer, vu la... Je veux dire, quand on voit l'objet ici, quelque chose, alors je sais pas s'il y a quelque chose de marqué, il faut sans doute appliquer une force qui doit être considérable, peut-être de plusieurs tonnes. Donc là, l'idée, c'est vraiment que le déplacement est minime, mais on appelle ça justement jauge de contrainte, parce que selon la force qui est appliquée sur ces capteurs, on va avoir donc un signal. D'ailleurs, si on regarde, au dos ici, on a... comment ça se présente? Ça se présente généralement comme ça, toujours sous forme de pont, où en gros, on va avoir ici une alimentation, donc qui va être liée à une référence de tension, et ici un signal donc, qui va être proportionnel à la force. C'est généralement fait comme ça. Donc là, on voit à l'intérieur, là, il y a une sorte de protection qui a été plus ou moins enlevée. Et voilà, on voit ici la jauge qui est donc fixée dessus. Et donc ce modèle-là, voilà, typiquement, c'est ce qu'on pourrait mettre par exemple sur une grue, quelque chose, de façon à connaître la traction qu'il y a sur une grue. On peut imaginer que sur des grues, par exemple sur un des bras qui tient, généralement on va avoir ce genre de capteur, et si on voit qu'on dépasse la limite, avant que la grue casse ou se casse la gueule, ça mettrait une alarme qui permettrait de savoir qu'on dépasse les capacités. Par exemple. Donc voilà pour cette belle jauge. Alors ensuite, il y avait quelques condensateurs, des beaux condensateurs, voilà, on peut voir tout neuf. Alors c'est des condensateurs, on peut voir là, c'est des 1,2 microfarad de 500 volts. Donc c'est des condensateurs, voilà, plutôt haute tension, peut-être du genre démarrage de moteur ou des choses comme ça. Donc voilà, ça peut servir, ou pourquoi pas dans des radios à tubes ou des choses comme ça. Là, on retrouve encore un autre modèle. C'est assez classique aussi.
On pourrait aussi utiliser, pourquoi pas, des clôtures électriques ou des choses comme ça. Là, c'est un 3 microfarads. Et ça, c'est pareil, c'est typiquement le genre de condensateur de moteur. Alors, en parlant de moteur, après, donc il y avait un certain nombre de moteurs pas à pas. Donc déjà, ici, par exemple, ce modèle-là. Hein, donc, je rappelle qu'il y a différents types de moteurs papa. Généralement, quand il y a 4 fils, c'est ce qu'on appelle des moteurs bipolaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 enroulements. Enroulements que, selon qu'on les commande, voilà, font tourner le moteur. Et là, voilà, on peut voir que c'est à 1,8 degrés par pas, hein, ce qui est assez classique. Donc ça fait du 200 pas par tour. Et voilà, avec des enroulements de 5 ohms. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait d'autres modèles, comme ces excellents petits modèles là. Alors ça, j'aime bien ce genre de modèle quand ils ont des sorties des deux côtés. Parce que par exemple, ça peut permettre d'avoir quand même, qu'on peut quand même les tourner à la main, d'avoir par exemple, pourquoi pas d'un côté une manivelle pour actionner. Et ça, donc là, on retrouve là ces moteurs là, qui sont aussi très bien. Après, vraiment, c'est aussi des bipolaires. Donc ça, j'en aurai certainement l'usage. Après, là aussi des modèles très classiques. Voilà, ce genre de modèle-là. Donc ça, par contre, lui, c'est un 7,5 degrés par pas. Donc c'est un 48 pas, a priori. Voilà. Donc a priori, c'est des modèles tout neufs. Voilà, on retrouve ici aussi un autre échantillon. Alors là, on retrouve aussi un modèle plus petit, voilà, Airpax. Donc ça, c'est des modèles plutôt économiques. On voit qu'il n'y a pas de roulement à billes, là, c'est des paliers bronze. Alors que sur ces modèles-là, par exemple, c'est sans doute des roulements à billes qu'il y a. Et alors celui-là est intéressant dans la mesure où c'est un moteur pas à pas, mais qui ne tourne pas. En gros, c'est un actionneur linéaire, c'est-à-dire qu'il va faire un déplacement ici de la tige, voilà, de façon pas à pas en fait, mais voilà, comme ça avec un débattement qui a l'air d'être de quelques centimètres. Donc ça, j'en ai pas beaucoup de ça, c'est Airpax qui fait ça, voilà, de 12 volts. Et là, on retrouve pour le coup, a priori, là, ça serait un moteur unipolaire. Quand il y a 6 fils, souvent, là, ça veut dire que généralement, c'est des bobines qui commandent, mais je veux dire pas avec un pont H, en fait. On commande ça, par exemple, avec des simples transistors. Donc, voilà pour ça. Hein. J'ai déjà parlé des moteurs papa, j'en parlerai sans doute encore souvent sur ma chaîne. Donc voilà, ça c'est des très beaux échantillons de moteurs. Alors sinon, dans les moteurs, justement, il y avait encore d'autres sortes. Mais là, c'est des moteurs soit alternatifs, soit continus. Donc on peut y jeter un petit coup d'œil. Donc il y avait ces modèles-là. Donc là, on peut voir, c'est très classique. Hein, c'est des moteurs, un peu genre moteur qu'on trouvait dans les magnétophones, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des moteurs à courant continu. Et qui sont suivis d'une démultiplication qui là font tourner ici cet axe. Je rappelle que les moteurs continus, je vous en avais déjà parlé, tournent généralement assez vite. Et ce qui fait que généralement on les utilise avec une démultiplication mécanique qui a pour effet de réduire la vitesse et d'augmenter le couple. Donc là il y avait ces petits moteurs là. Là on retrouve un moteur qui lui justement n'a pas de démultiplication. Donc ça c'est typiquement le genre de petit moteur qu'on peut trouver dans des petits magnétophones, des trucs comme ça qui sont en plus je veux dire blindés comme ça. Là, on retrouve aussi un modèle pareil avec une démultiplication. Mais là, l'axe est libre. Donc ça se commande en tension continue. Hein. Ensuite, là, on va avoir des moteurs alternatifs. Alors, il y a ce modèle-là. Ça, c'est un petit moteur. Le genre de moteur qu'on trouve, par exemple, pour entraîner les plateaux de micro-ondes. Et ça, voilà, ça se branche directement sur le secteur. Et c'est pareil, il y a une démultiplication avec. Donc c'est pas très puissant, là on voit que ça fait 3 watts. Mais voilà, ça peut entraîner un plateau tournant, quelque chose. Là on retrouve aussi un petit moteur. Voilà, on peut voir. Alors ça c'est un moteur alternatif. Si on peut regarder, il y a 4 fils en sortie, mais il y en a 2 qui sont reliés. Et ça, c'est typiquement des moteurs, on va dire, biphasés, je crois. Hein. C'est-à-dire que pour les faire tourner, j'en ai fait tourner un. Comme je vous l'ai montré avec ma petite bidouille avec un moteur papa, il suffit de rajouter un condensateur. Et pour, je veux dire, justement faire le déphasage qui va permettre de créer, je veux dire, la deuxième phase. Donc, généralement, on va brancher ce fil-là sur un commun, celui-là sur du 24 volts alternatif, et via un condensateur de quelques microfarads, celui-là. Et comme je vous l'ai montré, selon qu'on le branche d'un côté ou de l'autre, il tournera dans un sens ou l'autre.
Donc voilà, ça c'est des petits moteurs alternatifs. Et alors pour finir, il y avait ces moteurs-là qui m'ont assez intrigué en fait. Alors c'est des moteurs continus, mais qui contiennent une électronique de commande. Donc on peut voir 24 volts, 35 watts, ça c'est le couple, hein, ici 80. CW, ça veut dire clockwise, hein, ça veut dire que ce moteur-là ne peut tourner que dans un sens. Et clockwise, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire il va tourner comme ça. Et derrière, alors j'ai trouvé comment on le commande, en fait il se commande en tension. C'est-à-dire qu'on alimente ici en 24 volts entre le ground et ici le fil rouge, mais quand on le fait de l'alimenter, il ne tourne pas. On met juste du 24 volts. Yellow, c'est le blindage. Et derrière, il suffit d'une tension de commande de 0 à 4 volts qui va le faire tourner plus ou moins vite. Et on a une sortie Taco Pulse, hein, c'est un tachymètre, qui va donc donner des impulsions plus ou moins rapides selon la vitesse où il tourne. C'est-à-dire que ce moteur, typiquement, grâce au tachymètre, peut soit afficher la vitesse, soit avoir une régulation qui va s'arranger pour qu'il garde une vitesse constante. En fonction de la consigne qu'on lui donne. Et donc ça marche très bien, c'est un très très beau moteur. Il y en avait deux comme ça. Je pense que j'ai quelques idées de trucs que je pourrais faire avec. C'est plutôt sympa. Alors ensuite, il y avait une belle petite collection de ventilateurs. Alors ventilateurs qui sont c'est ici intéressant dans la mesure où on va voir qu'il y a pas mal de diversité. C'est-à-dire que là, on trouve des modèles qui sont assez classiques. On va trouver sur des PC qui s'alimentent en 12 volts continu. Et là, on va voir qu'on trouve 4 modèles qui sont physiquement les mêmes, mais qui ont, je veux dire, des alimentations différentes. Là, on en trouve un qui s'alimente en 115 volts alternatif. Donc là, ce serait plutôt mais 50 Hz quand même, c'est pas du 60 Hz. Donc voilà, avec Romabile. Donc ce sont des très bons ventilateurs, ils sont tout neufs. Là, on trouve le même marque, Microfan, mais là, on voit qu'il s'alimente en 230 volts. Voilà, toujours avec Romabile. Là, on en voit un qui s'alimente en 12 volts continu. Et finalement, celui-là ici qui s'alimente en 24 volts. Donc on voit que selon les besoins, là, on peut avoir des ventilateurs qui s'alimentent, je vais dire, différemment. Donc ça, bien sûr, c'est des choses que j'utiliserai sans doute, enfin, qui sont tout à fait utilisables pour ventiler, refroidir, enfin, tous les usages qu'on peut avoir avec ce genre de ventilateur. Alors, en parlant de refroidissement, il y avait aussi dans ce colis de fans des choses super intéressantes, à savoir ces petits modules à effet Peltier. Pour pas faire une vidéo trop longue, je vais pas ici réexpliquer ce que c'est que ces modules, l'effet Peltier et ainsi de suite. Je mettrai en commentaire de la vidéo des liens pour ceux qui veulent approfondir. Mais en gros, à quoi ça sert ces modules? Principalement à refroidir. C'est-à-dire que c'est des modules sur lesquels, comme on va le voir, si on applique ici une tension et surtout on fait circuler un courant, il va à ce moment-là, en gros, avoir un transfert thermique d'une phase vers l'autre. Une phase va se refroidir, on va dire, et il va se déplacer les calories sur l'autre phase. Donc ces modules sont vraiment très utiles pour améliorer les capacités d'évacuation de calories. Alors chaque module, là par exemple j'ai retrouvé les datasheets, ils ont différentes caractéristiques. Par exemple, quel est le courant maximum qu'ils acceptent, sous quelle tension, quelle est la différence maximum de température qu'ils peuvent avoir entre les deux faces, et puissance par exemple. Alors justement, tiens, je propose de faire une petite démo pour voir comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais y brancher une alimentation et on va regarder ce module avec une caméra thermique et voir ce qui se passe. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai branché le module, mais pour l'instant, il n'est pas alimenté. Et on peut voir que les deux faces du module sont à peu près à la température ambiante. Ici, voilà, on peut les voir, voilà. Donc si maintenant, je commence à faire passer ici un courant à l'intérieur, voilà. Là, on voit que instantanément, on voit très bien qu'il y a une face ici qui se refroidit. Voilà, on voit ici, et ici, cette face-là qui chauffe. On peut voir que là, elle chauffe énormément, elle est déjà à 44 degrés. Alors l'autre, par contre, on voit qu'elle chauffe quand même. Ici, on peut voir que les deux faces chauffent, mais qu'il y en a une qui chauffe bien plus vite que l'autre. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Il s'est passé que, comme on l'a vu, dès que j'ai fait circuler un courant à l'intérieur du module, très vite, une face est devenue plus froide que la chaude, mais le problème, c'est que toute la chaleur qui est arrivée sur la face chaude, elle n'arrivait pas à être complètement évacuée. Je rappelle que la chaleur, ça peut se transmettre par rayonnement, par convection ou par conduction. Or là, le rayonnement, c'est quand même quelque chose d'assez faible,
Et ici, la convection, c'est l'air ambiant, c'est pas forcément terrible. Et la conduction, ici, il n'y a rien qui conduit la chaleur. Dans la mesure où toutes ces calories qui arrivaient sur une face n'arrivaient pas à être évacuées assez rapidement, le problème, c'est que voilà, elles ont servi à chauffer le module. Ce qui fait que si on fait marcher un module Peltier comme ça, je veux dire comme ça en l'air, oui, il va y avoir toujours une face qui sera plus froide que l'autre, comme on l'a vu, mais globalement, même la face froide, elle va chauffer parce que le module lui-même chauffe dans la mesure où, voilà, à un moment donné, les calories, il fait bien qu'elles aillent quelque part. Donc on utilise rarement, voire jamais, un module Peltier comme ça. Ce qu'on va faire généralement, et on va le voir par exemple ici, c'est qu'on va associer un module Peltier, voilà, ici, qui est mis grâce ici à cette face d'aluminium, avec un système, voilà, comme on peut voir, d'évacuation des calories. Là, on a un radiateur, voilà, qui envoie déjà un certain nombre d'ailettes, ce qui permet d'augmenter la surface en contact avec l'air, et quelque chose de très efficace, c'est avoir un petit ventilateur qui va justement faire circuler l'air. Donc là, pour le coup, dès qu'on va utiliser ce système-là, toutes les calories qui vont arriver sur cette face-là vont être évacuées très rapidement. Et là, le module, lui, va pas tellement chauffer. Et là, on peut espérer avoir sur cette face-là quelque chose de très très froid. C'est-à-dire, on va essayer ce module, il s'alimente en 5 volts. Donc là, on va brancher et le module et le ventilo. Et aussi regarder la caméra thermique, ce qui se passe. Voilà, donc là, je vais brancher le système. Donc là, il y a à la fois le module qui fonctionne, mais on va entendre le ventilateur qui tourne. Et on voit très très bien, là, la température, voilà, on voit qu'elle va baisser progressivement. Voilà. Ici, de façon très importante. On peut voir que, voilà, si on regarde en haut la température du centre, là, elle est déjà à -2, -3, -4 degrés. C'est-à-dire que là, vraiment, ça gèle, quoi. Si je mets le doigt dessus, je sens vraiment qu'il y a même de la condensation qui se fait. Voilà, alors on voit qu'on descend -7, -8. Parce que là, pour le coup, justement, les calories qui sont générées, grâce au radiateur et au ventilateur, elles sont enlevées. Voilà, là, je vois que je descends déjà, mine de rien, et je suis à -12 degrés, quoi. Donc vraiment, ça fait vraiment, là, on peut voir du froid très 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 rapidement. Alors bien sûr, ce genre de module, ça existe dans différentes tailles. Là, par exemple, on a un autre excellent exemple, qu'il y avait aussi dans Scolit Fan, où là, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus imposant. On a un radiateur assez balèze, avec beaucoup d'ailettes. Je rappelle que l'idée de ces ailettes, c'est, si on regarde bien, ça augmente énormément la surface entre l'air et le radiateur. Et d'avoir en plus ici ce gros ventilateur là qui va souffler dessus, ça va être très efficace. Et là, on peut espérer avoir un refroidissement sans doute d'une efficacité assez redoutable, sachant que ça, par exemple, ça va être mis en contact avec un microprocesseur, un calculateur, ou quelque chose, et ça peut permettre, dans des environnements éventuellement assez difficiles, d'avoir des refroidissements très très efficaces. Donc ça, c'est vraiment un très très beau module ici, de type Peltier. Alors pour finir avec les modules d'effet Peltier, je rappelle que l'effet est réversible. Si je branche une LED sur le module et que je refroidis par exemple très rapidement une des faces, voilà, regardez bien la LED, si je refroidis une face très rapidement, voilà, vous avez pu voir que la LED s'est illuminée, voilà, brièvement. Alors bien sûr, ça dure pas longtemps, parce que, comme je vous l'ai dit, surtout ici, le froid va très vite se transmettre sur l'os face et il n'y aura pas assez de différence de température pour faire le système. Mais voilà, donc ça veut dire qu'avec module à effet Peltier, on peut aussi, si on dispose d'une différence de température assez importante, générer courant. Si vous vous rappelez bien, je vous avais montré un petit ventilateur de poêle, que j'ai toujours d'ailleurs, qui marche selon ce principe, qu'un module à effet Peltier. La base du ventilo est posée sur le poêle, donc qui est très chaud, à plus de 100 degrés. Et dans la mesure où le haut du radiateur qui maintient tout le système est plus froid, voilà, quand il y a assez de courant, le ventilo se met à tourner. En même temps, comme il souffle justement sur la partie haute, il continue à la refroidir. Et voilà, tant qu'on aura assez de différence de température entre le bas et le haut, ça permettra donc de, d'avoir un ventilateur qui tourne pas du tout avec de l'énergie gratuite, qui tourne avec l'énergie thermique du poêle, mais grâce à ces petits modules d'effet Peltier. Alors on l'a vu, un module d'effet Peltier, donc ça refroidit d'un côté, ça chauffe de l'autre.
Alors après, on pourrait les utiliser pour chauffer, mais honnêtement, c'est un peu débile. Je veux dire, enfin, si on veut juste faire de la chaleur avec de l'électricité, une simple résistance fera ça beaucoup mieux pour moins cher. Ça vaut pas le coup de prendre ce genre de module. Mais enfin voilà. Après, vouloir faire de l'énergie avec ça, enfin, bon, honnêtement, voilà, c'est plus pour des petits trucs comme le ventilo, mais c'est pas. Enfin, je suis pas sûr que ça soit quand même l'utilisation principale. Ça n'a pas un super rendement. Même là, pour faire du froid, hein, on voit que pour réussir à avoir du froid, les courants qui passent à l'intérieur de ces modules, ça se mesure en ampères. Hein, c'est pas des petits courants. Mais enfin voilà, c'est quand même des modules qui sont très intéressants et qui peuvent justement servir à refroidir comme ça des semi-conducteurs ou ce qu'on veut. Alors pour finir cette présentation, nous allons finir avec un petit peu du, dire du divers et varié hein, qui est resté dans ce colis. Donc là on peut voir là ces différents filaments de tungstène. Donc ça a priori c'est des filaments qui servaient à différents tubes industriels et on peut voir que voilà, il y a différentes formes. On peut peut-être en regarder certains. Donc c'est des filaments en tungstène qui voilà, doivent correspondre voilà, à des formes spécifiques pour des tubes. Voilà. Bon, alors ça, est-ce que j'en ferai quelque chose? Je ne sais pas. Mais ça mérite d'exister. Ensuite, nous avions un peu de connectique. Alors ça, c'est pas réellement un connecteur, c'est un démonstrateur de publicité. En fait, la marque ici qu'on peut voir, hein, qui s'appelle Odoo, fait différents types de connecteurs et a fait ce truc, en fait, c'est un truc publicitaire. Et qui montre, je veux dire, des types de contacts. En effet, cette boîte, j'ai été voir leur site internet, ils sont spécialisés pour faire des contacts de très grande fiabilité. Par exemple, là, ce qu'on peut voir, cette espèce de cage là, de fil argenté, c'est pour faire des contacts capables de passer des courants assez forts et qui sont très fiables et très résistants aux vibrations. On peut voir qu'au lieu d'avoir un système, voilà, ça fait une sorte de pince tout autour. Et là, alors là, c'est du plastique, mais normalement c'est aussi un contact en métal. Et on voit qu'il y a quand même une force d'appui assez forte et que voilà, ça fait sans doute des bons contacts. Mais sinon, là, de ce côté-là, si on regarde là, on peut voir qu'il nous montre d'autres exemples de contacts. Voilà, en fait, contacts élastiques. Et voilà, ce truc-là, voilà, on va dire un démonstrateur technologique, mais qui montre un petit peu leurs différents types de contacts. Donc ça, c'est sans doute des contacts, je veux dire, voilà, pour du spatial, du militaire, ou des... Enfin voilà, c'est sans doute pas tellement à la portée de l'amateur, mais enfin voilà, c'est un truc qui est sympa. En parlant de contacts, j'ai vu cette fiche. Alors cette fiche, elle est intéressante. Alors cette fiche, comme on peut voir, c'est une fiche qui contient énormément de contacts, et qui est, voilà, c'est un truc, ça ressemble un petit peu à du Lemo. Alors ce qui est intéressant, et honnêtement... voilà, qu'on peut voir là, c'est la densité. Apparemment, c'est des connexions à souder. Et honnêtement, pour souder ça, ça doit être... enfin, je pense qu'il faut vraiment partir du centre et être vraiment très soigneux pour câbler ça proprement, sans faire de court-circuit. Parce que voilà, j'ai rarement vu quand même une telle densité de contact en truc à souder. Alors ensuite, il y avait différents types de potentiomètres. Donc ça, ce sont des potentiomètres de précision qui, en plus, n'ont pas de butée. Donc c'est des potentiomètres qui, c'est pas réellement des potentiomètres 10 tours, c'est des potentiomètres qui, voilà, peuvent tourner complètement. On pourrait utiliser ça, par exemple, pour faire une girouette. Donc là, on voit que ce potentiomètre, par exemple, on peut voir, voilà, c'est marqué dessus, c'est un 5 kΩ 3%, avec une excellente linéarité de points de 0,25%. Et c'est vrai que sur ce genre de choses, c'est pas tellement la valeur absolue. C'est pour ça que la valeur absolue, on s'en fout un peu. Là, c'est 5 kΩ, 3%, mais c'est pas important. Par contre, la linéarité est importante, parce que si on s'en sert généralement comme un capteur de position, bah, il faut que ce soit le plus linéaire possible. Alors, ces potentiomètres-là, si on mesure leur résistance, alors, il faut quand même se méfier. Ils ont toujours un moment où, en gros, bah, ils passent du min au max. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Il n'y a pas de butée. Mais si on met ici un ohmmètre, hein, je vous en fais grâce, mais si on tourne, bon, on verrait la résistance qui augmente. Voilà, donc par exemple entre ce point-là et ce point-là, donc la résistance va augmenter jusqu'à 5 kΩ à peu près. À un moment donné, elle deviendra infinie, et pof, elle retournera à 0. Donc il y a quand même toujours, dans ces potentiomètres-là, une zone qui peut des fois être extrêmement petite, mais dans laquelle, on va dire, bah, c'est ce qui est logique. En fait, il n'y a pas de butée, mais on voit bien qu'à un moment donné, bah, on retourne sur le cycle.
Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut faire attention. Alors une autre chose qui est intéressante de voir sur ces genres de modèles, c'est qu'ils ne se fixent pas avec un axe fileté. Souvent, on va retrouver ça, alors ça je vous ai déjà montré ça, on retrouve ça beaucoup dans les trucs d'avionique et tout. On a ici cette espèce de gorge, alors généralement ça se monte par exemple dans un alésage, et avec des espèces de petites brides qui vont venir se mettre dans cette gorge. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que ça permet de faire ce qu'on appelle le phasage. C'est-à-dire que on comprend bien que la position ici est importante. Donc quand je vais monter ça dans un système, il est possible que j'ai besoin d'orienter ici le potentiomètre de façon très précise, de façon à ce que, par exemple, sa valeur à 0 corresponde à quelque chose. Donc on comprend bien que si c'était une fixation par filetage, ça serait extrêmement difficile de faire ça précisément, alors que là, généralement, pour faire le phasage, voilà, on va tourner ici le potentiomètre, dès qu'il sera bien réglé, toc, on va le fixer. On retrouve ça avec les synchros, les résolveurs, enfin tous ces trucs que je vous ai déjà montré. Donc là, on a un modèle ici, et là, on a un autre modèle, là, un modèle double. Là, c'est assez intéressant. Ensuite, il y avait ça. Bon, alors ça, c'est quelque chose de très classique, c'est une pédale. Voilà. C'est en gros une pédale qui fait un contact, qui permet voilà, de commander avec le pied une machine ou n'importe quoi. Donc là, de très bonne qualité. Donc ça me servira certainement. Ensuite, il y avait ces deux... Enfin, il y en a plusieurs en fait, hein, je vous montre un exemplaire de chaque. C'est disjoncteurs. Donc ça, c'est voilà, des disjoncteurs, interrupteurs disjoncteurs. Et on peut voir voilà, qu'ils sont faits pour marcher jusqu'à 80 volts continu, qu'ils disjonctent à partir de 6 ampères, qu'ils supportent des surcharges temporaires de 4000 ampères, je pense. Alors, en même temps, ces disjoncteurs, ils ont en plus ces contacts-là en plus. Et on peut voir, hein, c'est eux qui peuvent commuter 1 ampère à 125 volts. Et en gros, c'est pour avoir une information de leur position. On peut voir ça comme un interrupteur inverseur. Et ça permet de savoir s'il est disjoncté ou pas. Ça peut être intéressant, sachant que s'il est disjoncté, on commande, je sais pas, un indicateur, une alarme, ce qu'on veut. Comme ça. Donc en fait, on va brancher ici, sur les deux cosses, c'est vraiment le courant nominal du disjoncteur, et là, on aura cette indication. Donc là, dans le colis de fan, il y avait un certain nombre de modèles qui ont des heures de courant différentes. Manifestement, ils sont tout neufs. Alors, il y avait un autre modèle que j'ai trouvé assez intéressant, c'est toujours un disjoncteur, mais là, on peut voir que lui, il commute avec, j'avais jamais vu ça, hein, avec 50 mA. Mais d'un autre côté, avec un courant, là, qui est enfin, une résistance de 100 ohms. Alors, il fonctionne très bien, hein, d'ailleurs, on va le faire fonctionner, vous allez voir. Donc là, si je branche là une charge comme ça et que je le mets en route, et que je vais faire passer dedans un courant de 50 mA, on va voir qu'il va se déclencher, démonstration. Tac, voilà. Bien, donc ça fonctionne bien. Mais il faut bien voir que la résistance ici entre les contacts, hein, je l'ai mesurée, elle est de 104 ohms. Alors c'est quand même, j'avais jamais vu des disjoncteurs aussi bas que ça. J'ai posé la question à Vincent, il m'a dit que c'était bon a priori pour des trucs très sensibles, assez spéciaux. Et là encore, on retrouve là ces contacts en plus qui permettent de connaître l'état des disjoncteurs. Donc ça, je sais pas, faut que je réfléchisse à ce que je pourrais en faire, mais c'est du très très beau matériel. Et Vincent m'a dit qu'il fonctionnait très bien, mais que le problème c'est qu'ils ont laissé un peu passer, c'est-à-dire qu'ils ont des dates codes qui sont assez anciens, et il m'a dit que les clients en fait ils n'aiment pas quand on leur livre du matériel qui est trop vieux, même s'il fonctionne bien, et qu'il n'y a pas réellement de la péremption là-dessus. Donc c'est pour ça, voilà, ça a dû rester un peu trop longtemps en stock, c'est pour ça qu'ils pour eux ils ne peuvent plus les vendre. Alors, last but not least, il y avait ces petits indicateurs. Alors ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des compteurs horaires qui permettent d'afficher, de mémoriser le temps de fonctionnement de systèmes mécaniques ou électriques. Enfin là, c'est des systèmes, je veux dire, électriques. Alors ça, c'est des choses qu'on utilise très fréquemment. On a ça pour savoir combien de temps a fonctionné un moteur, système, n'importe quoi. Par exemple, si on regarde certains éclairages, il y en a où, par principe, on les change, par exemple, tous les 1000 heures, sans s'occuper de savoir s'ils sont bons ou pas. Dans ce cas-là, voilà, avoir un compteur horaire, c'est utile. Alors là, on trouve plusieurs modèles, ils sont sympas, ils sont pas gros, mais qui s'alimentent différemment.
Là, par exemple, on voit que c'est du 115 volts 400 Hz. Donc ça, c'est typiquement un truc qui ira dans l'aviation. Hein, je rappelle que dans les avions, le standard d'alimentation, c'est du 115 volts justement à 400 Hz. Le 400 Hz ici permet d'avoir des transformateurs beaucoup plus petits et des filtrages, des choses beaucoup plus performantes. Et le 115 volts permet d'avoir comme une tension qui est assez élevée pour éviter aussi d'avoir des trop gros fils. Donc voilà, donc ça, pour que ça fonctionne, par contre, faut avoir du 115 volts 400 Hz. Là, on trouve un autre modèle, voilà, qui se présente de la même façon, mais lui, il lui faut du 28 volts continu. C'est aussi une tension qu'on peut trouver dans les avions. Mais voilà, donc ça, c'est pareil, c'est forcément utilisable. Là, on trouve un troisième modèle qui, lui, fonctionne en... il y a une sorte de colle dessus. Apparemment, c'est du 28 volts aussi. Voilà, donc vu que c'est du continu, dedans il y a, à mon avis, soit une sorte de micromoteur ou un horloge à quartz ou quelque chose. Et là, on en a un justement qui est intéressant parce qu'il est ouvert. Donc ça permet de voir à l'intérieur qu'on retrouve, là, ça doit être un modèle a priori alternatif. Donc on retrouve là ce moteur qui derrière entraîne, donc là en vrai c'est vraiment de la bijouterie hein, quelque part, tout ce petit système là de réduction avec des micro-engrenages qui font fonctionner les rouleaux. On note que ces appareils, manifestement, n'ont pas de remise à zéro. Et généralement, on s'en fout, parce que ces trucs-là, quand on les met, après, au pire, on note la différence. On sait que la dernière fois qu'on l'a regardé, il était à 2000, donc on fait la différence à chaque fois. Après, si on les laisse tourner assez longtemps, il y aura moyen de leur faire le tour complet. Mais bon, ça sera quand même assez long si on fait ça. Voilà pour ce magnifique colis de femme. Donc ça fait déjà une vidéo un petit peu longue, mais voilà, c'était un colis qui était très riche et je pense super intéressant. Donc un grand merci à Vincent et à la société Alcyon Électronique pour avoir eu la gentillesse de penser à moi et de permettre de présenter tout ça. Je rappelle que si vous aussi, hein, vous voulez participer, vous avez des trucs comme ça que sont éventuellement originaux, des surplus, des bidules, voilà, il y a toutes les infos pour me contacter en commentaire de la vidéo. Bon, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai une chance inouïe, à savoir, ça y est, je suis en vacances normalement pour 4 semaines. Et là, ça va être pour moi, comme d'habitude, l'occasion de faire ou pas la liste de tous les trucs que j'ai décidé de faire, et surtout aussi, tous les trucs que j'avais pas décidé de faire, mais que je vais faire quand même. Bon, enfin bon, voilà, c'est le plaisir des vacances, c'est aussi me reposer et profiter un petit peu de la vie. Donc, voilà, et tiens, Maurice, ça va Maurice, alors toi, tu vas être en vacances aussi? Non, tu vas te cacher. Pourquoi tu vas te cacher? Parce que tu es surveillé. Comment ça, tu es surveillé? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? T'écoutais la radio, t'étais sur Rire et Chanson, et à un moment, ils ont dit, vous écoutez Rire et Chanson. T'as changé de radio, tu t'es mis sur Nostalgie, et t'écoutais, vous êtes sur Nostalgie. C'est bien la preuve qu'ils savent tout et qu'ils nous espionnent. Oui, Maurice. Oui, je crois qu'en effet, c'est une preuve, mais peut-être pas de ce que tu crois. Pas que ceux qui, comme moi, vont ou sont en vacances, tant mieux pour eux. Et pour ceux qui en reviennent, malheureusement, je ne peux que vous souhaiter bon courage. Que le grand farniente démon des vacances veille sur vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.